Histoire, culture et patrimoine. Une émission présentée par Christelle de Limerville. Alors je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble comment visiter une église. C'est-à-dire quels sont les différents éléments d'architecture, leur nom, leur signification et comment ils s'articulent autour du culte que l'on y célèbre. Joël Poujade va nous guider dans cette démarche. Bonjour Joël. Oui, bonjour Christelle. Vous avez depuis des années contribué à la sauvegarde de la chapelle de Mariette, là où vous habitez à Beaumont-Pied-de-Bœuf. Vous êtes membre de la Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne et vous avez réalisé le guide incontournable des chapelles de la Mayenne il y a une dizaine d'années. Alors nous avons choisi pour objet d'étude en quelque sorte l'église de Forcé près de Laval qui nous semblait assez représentative des églises que l'on peut rencontrer en Mayenne. Bon alors ça y est, nous sommes sur le perron. Déjà, chose étonnante, le cimetière est encore autour de l'église. Oui, déjà, quand on visite une église, il faut la situer dans son environnement. Ici, il y a le cimetière autour. Contrairement à beaucoup d'endroits, le cimetière n'a pas déménagé, on n'a pas séparé les vivants et les morts. Nos anciens vivaient beaucoup plus avec leurs disparus. D'ailleurs, les réunions se faisaient dans le cimetière, on retrouve dans les textes, rassemblés au son de la cloche, dans le cimetière. Donc ça se faisait à l'issue de la grand-messe. Les réunions de gestion de la communauté se passaient là autrefois. Alors ici, il y a ce cimetière qui est un peu particulier parce que en plus domine une grande chapelle funéraire, celle de la famille de Varesquiel. Et puis donc au milieu, l'église orientée est-ouest, tout à fait classique. Alors celle-ci, si je me base sur les derniers travaux d'Alain Vallée, sur les églises du Maine, celle-ci a une nef, donc la partie dans laquelle vont être rassemblés les fidèles. Cette nef a été datée d'avant 1050. Donc 11e siècle, et on voit bien d'ailleurs, petit appareil, on voit encore à 3 endroits, 2 sur le mur nord et 1 sur le mur sud, on voit les anciennes ouvertures avec des claveaux, c'est-à-dire que la partie convexe de l'ouverture, très petite, est formée de pierres régulières, disposées sur champ, et celles-ci sont récupérées dans des sarcophages calcaires. Alors, autre particularité de cette église, c'est que, bien visible sur la nef, il y a ce qu'on appelle une litre funéraire, c'est-à-dire une bande qui faisait tout le tour extérieur, il y en avait peut-être à l'intérieur, bande donc que l'on voit parce que le grain est beaucoup plus fin, donc peinte en noir, qui est là pour commémorer la disparition du seigneur de paroisse, et elle était ornée de place en place d'armoiries. On voit encore des traces sur celle-ci, la litre est facilement visible, et peut-être les restes d'une peinture à un endroit. Voilà. Oui, c'est une bande d'une cinquantaine de centimètres de haut et qui fait le tour de l'église. Mais là, elle n'est pas noire, là. Non, elle n'est pas noire. Là, on voit plus que l'enduit qui est beaucoup plus fin, sur lequel était peint ce bandeau. Et il y avait le même, probablement, à l'intérieur, qui faisait tout le tour de l'église. Alors, le reste a disparu, bien que ce bandeau soit probablement 15-16e siècle. Par contre, le chœur et le transept sont une construction du 18e siècle. C'est d'ailleurs à cette époque, probablement, et ensuite refait au 19e, qu'ont été repercées et re-encadrées avec du granit les ouvertures de la nef, qui n'ont rien à voir avec les petites ouvertures d'origine. Alors vous nous conseillez, quand on visite une église, on fait le tour d'abord de l'extérieur. Je pense qu'il faut commencer par l'extérieur, la situer dans son environnement, et ensuite faire le tour. Il faut bien regarder, alors d'abord, la structure des murs. On voit bien les petites pierres ici, c'est caractéristique, ces petites pierres bien régulières, bien alignées. Bon, on voit des traces d'une ouverture. Alors vous voyez, celle-ci par exemple, qui est très masquée par des enduits beaucoup plus récents. Alors les ouvertures, on les voit sur le chœur. Elles sont assez caractéristiques du XVIIIe siècle. Là, ça n'a pas bougé. Et d'ailleurs, l'encadrement que l'on va voir ici, sur celle-ci, on le voit bien, l'encadrement, il est fait en pierre calcaire, ça n'a rien à voir avec ce granit scié, franchement 19e.
Et ça, c'est souvent les églises en Mayenne. Alors Elles ont une oui. base romane et puis 17e. Alors justement, c'est un inventaire qu'avait fait Jacques Navaud quelques années pour prendre un peu l'église type de la Mayenne, qui était une église où on retrouvait une nef ancienne, 11e, 12e siècle, le chœur refait beaucoup plus grand, 13e, 14e, 15e siècle, des chapelles venant se greffer autour du 16e, voire jusqu'au 19e siècle. Donc cette évolution, avec beaucoup d'églises 19e-isées, comme l'on dit, est carrément pratiquement démolies, reconstruites. Il y en a certaines qui ont tourné de X degrés, voire faire un tour complet, comme à Bourgon. Elle a fait un tour complet sur elle-même. Vous avez même des églises comme à Souget, par exemple, qui ont carrément été reconstruites à côté. Et alors, pour tenir les murs, on voit ce qu'on appelle soit les contreforts ou les arcs-boutants quand c'est plus tard. C'est ça. Alors ici, les contreforts, ces énormes contreforts de part et d'autre de la façade, là, seraient plutôt 15e. C'est un rajout. Alors les églises romaines, en général, ce sont des contreforts plaqués qui sont de part et d'autre sur la façade, qui sont de part et d'autre de la porte ouest, de la grande porte. Ça, c'est ce que l'on retrouve assez fréquemment. Alors là, on va rentrer dans l'église ou on continue le tour ? On va rentrer dans l'église. Alors bon, on peut regarder ici, il y a ce petit clocher qui est intéressant, octogonal, qui est juste d'aplomb sur l'entrée, avec un coq. C'est un édifice qui est entretenu. Et comment s'appellent ces bandes de granit qui montent en bas du clocher et qui remontent sur la toiture pour aller jusqu'au clocher ? Alors ça, ce sont des rampants qui sont effectivement en bordure de la couverture. C'est une couverture que l'on voit. On va reculer un petit peu. On verra la caractéristique à l'intérieur. C'est une toiture qui est à 2 pans, avec ce clocher placé juste en faîtage. Effectivement, on va retrouver la forme à l'intérieur. Alors là, nous repartons donc, après de nombreuses marches, devant le portail d'entrée. Et Joël Pujane nous commente la façade, qui n'est pas romane, là, du coup. Ah non, pas du tout. Alors là, c'est plutôt d'un portail grec en tuffeau, où il y a marqué donc 1840, c'est daté en latin. Donc c'est grâce au don de Jaco, qui a fait le don pour la réalisation de ce portail, qui n'a rien à voir avec le reste de l'architecture de l'église. Alors ce que l'on voit aussi intéressant, c'est sur le côté, il y a le monument aux morts qui est là, avec quelque chose d'assez qui devient un petit peu rare. Vous avez 2 plaques de faïence de soldats qui ont été tués pendant la guerre de 14-18, avec leurs portraits, leurs décorations. C'est quand même un exemple un peu... On trouve des fois ces plaques beaucoup plus simplifiées sur des tombes, mais là, c'est vraiment vraiment caractéristique de cette époque-là. Ça fait partie d'un patrimoine de l'histoire et de la mémoire. Oui, juste à côté, la grande plaque en marbre aux enfants de la commune morts pour la France. 14-18. 14-18, avec une dizaine de noms. Ouais. Voilà. Maintenant, on va pouvoir rentrer. Voilà, encore quelques marches. Alors, lorsqu'on entre dans une église, il y a 2 choses à voir tout de suite. C'est où on met les pieds. Là, ici, on a un sol en terre cuite, qui n'a pas été cimenté comme dans beaucoup d'endroits. Et puis, si on regarde un petit peu, si le regard se porte vers la voûte, eh ben là, on retrouve la voûte telle qu'elle a été heureusement dégagée. Ce sont les travaux qui sont dus là, ici, à l'abbé Saget, parce qu'avant, c'était une voûte en plâtre. Il y a eu un dégagement de cette, je dirais, mode du 19e siècle. Et puis là, on a retrouvé donc cette voûte en berceau, lambrissée, avec les entrées bien dégagées et tout, qui redonne un peu sa consistance à la nef. Qui redonne le sens en plus de la nef, oui, c'est-à-dire comme c'est une nef de navire en carène renversée. Alors, quand on disait que c'était les charpentiers de marine qui faisaient ça, non. Non. Ça ressemble effectivement à une coque de bateau inversée. Oui. Mais ce nom est bien significatif. Oui, tout à fait, c'est le vaisseau. Drôle. D'ailleurs, quand on décrit une église, on dit une église a une nef à X travées et vaisseaux. Alors, en avançant un peu plus, on arrive donc à la croisée de transept, à l'endroit où les 2 chapelles latérales se croisent et avec le chœur donc en face. Ici, on remarque tout de suite des retables
Donc le maître-autel, et puis les autels secondaires de retable. Que veut dire le mot retable? Oui. Alors retable, c'est en arrière de la table. Rétrotablable, donc en arrière de la table. Alors en Mayenne, bien sûr, on va tout de suite penser l'école lavalloise des retabliers au XVIIe siècle. C'est vraiment une spécialité mayonnaise, mais le retable n'a pas été inventé au XVIIe siècle. Hein. On trouve en Mayenne des retables beaucoup plus anciens, comme à Sauges, 15e siècle, 1400, j'ai plus la date en tête. Il y en a d'autres à Ambert, plus récents. On retrouve un retable très ancien aussi à Saint-Berthevin-la-Tanière. Voilà. Et quel était le but? C'était de le pouvoir but, placer une statue ou... C'est en arrière. Alors les très anciens sont en pierre, avec des niches, avec des statues à l'intérieur. Alors ici, ce sont des retables du 19e siècle, 1839, avec donc un retable dédié à la Vierge, et puis reconnaissable aux attributs, donc le lys, c'est Saint-Joseph. Oui. Parce que bon, l'identification des statues, c'est très souvent l'attribut qui est avec, qui va permettre d'identifier. Alors bien entendu, un évêque, ça va être une crosse, ça va être une mitre, ça va être... Bon, ici, on voit tout de suite sur le côté des statues 19e aussi. Hein, Mais qui parle de la dévotion d'une certaine époque, en effet. Hein. Sainte Thérèse de Lisieux, Saint-Antoine de Padoue. Oui, Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc ici, elle a été donnée par la famille de Varesquiel. Le Saint-Antoine de Padoue. Alors voilà, alors ce sont des statues en plâtre. Ouais. Alors que l'on qualifie de polychromes parce qu'elles sont peintes. Alors deux statues anciennes, il y en a une et assez remarquable, c'est celle-ci. Faisant face à la chaire à prêcher, il y a un Christ en croix qui est inclus dans un cadre, dans une peinture. Là, on a un montage, parce que c'est un Christ du XVIe siècle qui a été inclus dans un décor qui est censé représenter Jérusalem, qui est du XIXe. Et la chair, du coup, est assez impressionnante. Alors ici, on a il y a un ensemble qui est tout à fait cohérent. Il y a la chaire à prêcher, avec donc sa cuve, l'escalier pour accéder à la cuve, le dorsal, et au-dessus, le dé, ce qu'on appelle l'abat-voix. Alors tout à l'heure, je ne l'ai pas dit quand on était à l'extérieur, mais sur les clochers, il y a les abats-sons, pour ramener le son de la cloche, pour le ramener vers le sol, de manière à ce qu'il ne se disperse pas, qu'il y ait une portée, l'orienter. Et ici, on a un abat-voix. Ah, c'est le dé qui est au-dessus de la personne. Voilà. Et le dé représente toujours le Saint-Esprit. Le décor qu'il y a sur le dé. C'est la colonne du Saint-Esprit. Voilà. Ah oui. Sculpté ou peint, mais voilà. Alors derrière, il y a une peinture. C'est Saint François Xavier prêchant aux infidèles. Ça symbolise bien, c'est là où le prêtre va faire son sermon. Oui. Vous êtes bien sur Fidélité Mayenne en visite avec Joël Poujade de l'église Sainte-Marie-Madeleine de Forcé. Alors ici, autre mobilier, autre décor, ce sont les tableaux. Alors ici, vous avez des séries de tableaux, beaucoup sont 19e, certains sont des dons donc des familles locales. Alors, Vierge à l'enfant, Adoration des mages que l'on trouve ici. Alors cette Adoration des mages, elle est classée comme objet monument historique. Elle provient de l'Hôtel-Dieu de Laval. Alors ici, on a une Vierge à l'enfant, certainement 19e siècle. On a une Sainte-Marie-Madeleine dans l'axe, là, au-dessus de la porte de la sacristie. Alors la sacristie, c'est une construction qui est venue au 19e siècle. Ouais. Et puis sur le côté, là-bas à droite... Un petit tableau, là, dans le chœur, toujours. C'est une copie d'un tableau de Murillo. C'est une Vierge à l'enfant. Hein. C'est une œuvre qui a été donnée par la famille de Varesquiel dans les années 1920. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que dans certains chœurs, il y a des stalles. Oui. Pas toujours. Non, mais alors les stalles, plus ou moins sculptées, plus ou moins travaillées, c'est ce qui permet aux ecclésiastiques de se mettre donc autour de l'autel pendant la célébration. Et avec une particularité de la stalle, c'est
La miséricorde. Oui. Donc la partie basse se relève et permet de s'appuyer quand on doit rester debout pendant longtemps, de reposer un peu les jambes, tout en ayant une attitude, je dirais, solennelle. Oui. Ça aide quand même à supporter À certaines tenir. longueurs. Oui. Ah, mais c'est en plus un mot merveilleux, la miséricorde. Ah oui, miséricorde. Ça, on voit tout de Ça, suite. c'est- Bon, celle-ci, Donc on c'est- relève le siège discrètement et on Alors, semble rester justement, debout. Le fait d'être ici, on voit tout de suite, il y a le banc seigneurial. Alors celui-ci, c'est un banc du XVIIIe siècle. Celui-ci, c'était celui des Leclerc de la Juberdière, qui est donc était seigneur de Forcé au XVIIIe siècle, avec une couronne comtale au-dessus, donc les armoiries. C'est un banc seigneurial qui est très très bien conservé. Donc en parfait fait, état. c'est un grand banc avec un grand dossier en bois de 2 mètres derrière, une petite porte pour rentrer sur le côté. Voilà. C'est étonnant de l'avoir gardé. Ça reflète toute une époque. Voilà. Oui, oui. Le banc seigneurial, ça a toujours été, on retrouve dans les textes des fois des anecdotes avec le banc seigneurial qui, après la Révolution, il y a le maire qui aurait bien voulu s'y installer. Eh oui, mais bien sûr, c'est Voilà, toute une histoire de c'était- l'église. ça. Et puis des fois, entre des familles de la paroisse, Ouais. il y avait des querelles Bah, de bien préséance. Ça correspondait à un don quand même. Tout à fait. Enfin, je veux dire, ceux qui avaient le droit de s'asseoir, ils alimentaient beaucoup les Et puis, les finances, il ne faut pas j'imagine. oublier que les bancs non seigneuriaux étaient loués à l'année. Alors on trouve ça énormément dans les contes de la fabrique. Oui. Alors la fabrique, c'est cette structure chargée de gérer les biens de l'Église, de veiller à son entretien, etc., etc. Et donc il lui fallait des rentrées d'argent pour faire face donc au fonctionnement de l'Église. Et ça, la fabrique, ça a existé après la Révolution ou ça existait avant? Alors ça a existé avant la Révolution et même après, puisqu'on voit dans la reconstruction d'églises au XIXe siècle que le conseil de fabrique et la commune Oui, c'est ça. qui participent, qui amènent des sommes d'argent, qui vendent du bois, qui vendent des terres pour pouvoir reconstruire l'église. C'est un document qui est toujours intéressant d'aller visiter aux archives, quand on le retrouve, les comptes de fabrique, parce que dedans, il y a des fois des mentions Oui. d'événements aussi. Il y a la visite pastorale, et puis des fois des choses du quotidien, des événements climatiques, c'est bien ça. exactement comme on les retrouve dans les registres Ah oui, de baptême et paroissiaux. autres. Il n'y a pas des fois que les actes de baptême, on retrouve des fois des événements, Ah oui. des bénédictions de cloches, mais aussi la grêle qui a fait des dégâts, des troupes qui ont stationné sur la paroisse, qu'il a fallu héberger et nourrir. Ça permet de remonter un petit peu et d'expliquer des fois des choses de la petite histoire. Il faut toujours comparer avec la grande, mais qui des fois nous éclaire un petit peu sur la vie quotidienne des anciens, quoi. Alors je rappelle que maintenant, depuis les lois de 1905, les églises de village sont propriété de la commune. Avec Et- leur mobilier. Avec leur mobilier, et le prêtre étant affectataire. Tout à fait. Mais les mouvements de mobilier d'un lieu à un autre ne peuvent se faire qu'avec l'accord du maire. Et si ce mobilier est protégé, ça doit se faire aussi avec accord du service de l'inventaire. Et je voulais revenir à cette histoire de retables qui sont dans les transepts. À quoi servait-il alors? Ça fait partie du fonctionnement et de la vie de l'Église. D'abord, c'était un lieu de sépulture. Le prêtre était inhumé au pied de l'autel de la... On trouve ces mentions. Ah oui. A été inhumé au pied de l'autel de la Vierge, au pied de l'autel de Saint-Sébastien. Voilà. Et c'était des lieux où étaient dites des messes. Oui, aussi, oui. Il y avait ce qu'on appelle les fondations. Les fondations de messe où une personne, pour le salut de son âme et de celle de ses pères et mères, c'est ce que l'on retrouve aussi dans les textes, qui fonde une messe, dont une messe par semaine à perpétuité, à l'autel de la Vierge. Ah, c'est ça. C'est mentionné. C'est mentionné dans les testaments. Et dans les archives, j'imagine, de la paroisse. Voilà. Alors ça, ce sont des documents que l'on retrouve aux archives départementales, aux archives diocésaines. Alors, il y a quelque chose dont il faut se méfier, c'est que la statuaire voyage. Quand on voit dans un descriptif qu'il y a l'autel de Saint-Sébastien et qu'à l'intérieur, il y a une statue du Sacré-Cœur,
c'est qu'il s'est passé quelque chose. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a des statues qui sont aussi qualifiées de... Alors le mot est utilisé, hein. Moi j'ai rencontré ce mot, qualifié d'obscène. Ah oui. Et tout simplement, elles ne sont plus présentables. Parce que le Christ a perdu ses bras, la tête de la Vierge est tombée, voilà. Alors elle n'est plus exposable, donc à partir de là, on va la retirer, la remplacer par une autre, et on va la retirer, alors elle n'est pas détruite, elle est très souvent enterrée. Oui. Elle est enterrée, ou alors, et c'est le cas à Saint-James-le-Robert, où il y a un Christ qui a perdu ses bras, qui a été retrouvé dans les combles, dans la charpente. Bon, il a retrouvé une place dans l'église, mais voilà, parce qu'en général, la réalisation d'un Christ, c'est tête, corps, buste, jambes, et les bras sont rajoutés. Bon, donc c'est quand même une partie fragile. Oui. Et alors là, je ne vois pas de... Dans le temps, il y avait des confessionnaux dans chaque église. Oui. Alors on en trouve comme ça, ce sont des confessionnaux qui sont rabattables. Ils sont montés sur une cloison, ils se déploient. On en trouve aussi dans les sacristies, et comme ça. On ouvre une porte et Voilà, puis on la met entre le pénitent voilà, et... c'est ça. C'est juste une séparation. Oui. Voilà. Et on n'a pas vu non plus les fonds baptismaux. Alors les fonds baptismaux, ils sont là-bas, on va les voir en ressortant, et ils sont entourés d'ailleurs, la grille de l'enclos baptismal fait partie de cette série très belle. Donc il y a la clôture de chœur, donc la table de communion, il y a la chaire à prêcher, et il y a la balustrade de la tribune, Qui sont du et même... les fonds baptismaux, c'est tout à fait homogène. C'est une très très belle réalisation de fonderie, 19e. Alors dans les églises aussi, il y a des fois, et des fois elles sont un peu cachées, hein. Il y a des restes de plaques commémoratives ou de pierres tombales qui ont été enlevés de leur endroit originel et conservés dans le mur, dans l'église. Ici, il y en a une d'ailleurs à l'entrée, à gauche, c'est une pierre tombale qui est plaquée contre le mur. Pour mieux les conserver, en fait. Pour les conserver, voilà. Donc ici, on a cette plaque posée par les Swann, ses arrière-petits-enfants. Voilà. C'était Leclerc de la Jubertière, premier maire de Forcé en 1780. Et seigneur de Forcé au XVIIIe siècle. Alors ici, pareil, le sol ayant été intégralement refait, tout ce qu'il y a pu y avoir avant de sépultures, de pierres tombales, soit est dessous, soit disparu. Hein, voilà. Donc les gens étaient enterrés beaucoup dans les églises, ainsi qu'à l'extérieur alors. Oui, alors dans les églises, on trouve des sépultures alors de personnes, les ecclésiastiques, à son décès, le curé, le vicaire sont enterrés, souvent dans l'église, alors marqués aussi au pied de l'autel de... Et puis à l'extérieur, contre les murs. C'est en terre consacrée, enfin, on essaie de se rapprocher, voire en travers de la porte d'entrée, avec une pierre tombale sur laquelle on va marcher, en signe d'humilité. C'est tout un processus, mais qui a été interdit, hein, voilà. Pour des raisons hygiéniques. Oui, ben, c'est comme le déplacement qui est invoqué, on parle d'hygiène avec le déplacement des cimetières à l'extérieur. Mais ça recoupe aussi une pratique de ce que je disais au début, les vivants et les morts étaient beaucoup plus associés, intégrés. On se rassemblait au cimetière, on prenait des décisions au cimetière. Après, on éjecte les morts. On a un peu peur. Voilà. Bon. Alors on invoque l'hygiène, oui. Alors quand on se retourne et qu'on ressort donc de l'église, ah bah oui, une magnifique grille là au-dessus. Voilà. La tribune. Ce qu'on appelle, ce qui est l'étage au-dessus des... Voilà. Alors, il y a des endroits où on sépare, on mettait les enfants, on mettait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, hein, et très souvent, on mettait une association, une confrérie, bon, ceux-là, ils étaient en tribune. Je connais une église dans laquelle on mettait les garçons en haut et les filles en bas, comme ça permettait d'avoir un peu de calme pendant les offices. Voilà. Alors ici, on a aussi quelque chose de très particulier, qui est à côté des fonds baptismaux, plaqué au mur, c'est le coffre à bannières. Les bannières de procession sont en général regroupées à l'intérieur d'un coffre à bannières qui leur assure une position verticale pour éviter de froisser le tissu et les broderies. Donc ils sont accrochés dedans. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement fragile, pour lesquels on a beaucoup de mal à trouver des
des gens maintenant, on en qualifiés trouve. pour les oui, restaurer. il y a des bonnes couturières maintenant. Oh, il faut qu'on en reparle. Oui, parce oui. que... Donc là, nous ressortons, nous avons fait Oui, notre petit je crois tour. qu'on a fait un peu le tour de Oui. cette église qui est un petit peu représentative des églises mayennaises avec une évolution au fil des siècles dont on voit des traces, que ce soit dans l'architecture ou que ce soit dans le mobilier. Eh bien, merci beaucoup, Joël Poujade. Et je renvoie aussi nos auditeurs sur le site de la SAHM où on peut trouver des tas de publications sur des églises différentes. Dont la Val Agglomération, où il y a un descriptif architecture et histoire des 35 communes de l'agglomération lavalloise, donc de Sougé-sur-Ouette à l'est jusqu'à Bourgon à l'ouest et jusqu'à Forcé au sud. Ouais. Merci beaucoup en tout cas et à bientôt sur nos ondes. Merci, au revoir. Nous visitions en compagnie de Joël Poujade l'église Sainte-Marie-Madeleine de Forcé.